Bonjour, très très bon réveil à toutes et à tous. On espère que vous êtes bien installés pour votre petit déjeuner, que vous êtes avec nous sur Média TV pour On se dit tout. Alors l'année scolaire s'installe petit à petit et bien sûr avec l'année scolaire, on parle forcément de devoirs. Sans véritablement entrer dans le débat de pour ou contre, c'est un quotidien à gérer et moi je suis là justement entourée d'une équipe de spécialistes pour vous apporter un maximum de conseils, d'experts pour réussir cette année et amener votre enfant vers une autonomie. Sinon ensuite, on parlera aussi santé. On parlera santé citoyenne puisque nous allons faire le point sur la communication médicale. Le point avec le professeur Amal Bourkhia. Restez avec nous pour les détails. Très bonne journée à toutes et à tous et on reste ensemble. Les devoirs à la maison, comment on gère? Eh bien, c'est des spécialistes qui vont vous répondre. Je suis avec Madame Mariam Zaïm. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coach familial et vous êtes formatrice en pédagogie. Oui. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Et puis, Oussama El Hello, bonjour. Bonjour Yasmine. Vous êtes psychologue clinicien. Tout à fait. Merci beaucoup d'être avec nous. On va parler des devoirs, on va dire c'est la bête noire des enfants et des parents. Pourquoi? On va comprendre pourquoi au fur et à mesure. Sans véritablement entrer dans le débat pour ou contre les devoirs à la maison, je vais quand même vous poser la question en tant que spécialiste, on va dire rapidement, on passe sur la question. Vous en pensez quoi, Madame Zaïm? Alors, je pense que les spécialistes sont très mitigés par rapport à ce point-là. Il y en a qui sont complètement contre, il y en a qui sont pour. Moi, je suis au milieu. Alors, je suis pour, mais avec des conditions, avec des manières de faire, avec en prenant en compte plusieurs facteurs. Donc, l'état de l'enfant, l'état du parent, la quantité des devoirs, le temps qu'il faut y passer et puis la qualité. C'est quand même un échange entre le parent et l'enfant. On passe presque toute notre journée loin de nos enfants. C'est un moment privilégié. En rentrant de l'école, en rentrant du travail, on a très peu de temps avec nos enfants. Donc, essayons de le passer de manière agréable. Et sereine surtout. Que ce ne soit pas que corvée, et stress et devoirs. Absolument. Exactement. Je crois que j'ai donné mon avis. Monsieur Oussama El Hello, vous en pensez quoi? Vous êtes psychologue clinicien et les devoirs pour le psychologue que vous êtes, qu'est-ce que ça représente? Alors effectivement, les devoirs scolaires à la maison, c'est quelque chose qui revient souvent dans le cadre des consultations au cabinet. C'est un sujet qui préoccupe parents, enfants et enseignants. Donc plusieurs parents viennent au cabinet consulter lorsque l'enfant refuse de faire ses devoirs scolaires. C'est un sujet aussi qui préoccupe les enfants. Et ça se voit clairement dans le cadre d'échanges qu'on a durant les consultations, dans le cadre d'activités ludiques, de jeux, d'exercices de symbolisation qu'on leur propose, de dessins. Donc on voit que l'enfant vit ce moment intensément. C'est un moment, comme a dit Myriam, qui est important. Les moments partagés en famille ne sont pas très nombreux. Donc c'est un moment qui est malheureusement vécu des fois avec un peu de tension, avec un peu de conflit. Mais il ne faut pas oublier aussi que des fois, ce moment est bien vécu en famille, avec beaucoup de complicité avec les parents, avec beaucoup de moments de partage. Il y a aussi les enseignants qui se posent beaucoup de questions dans le cadre de séminaires de formation en psychologie de l'enfant et de l'éducation. Donc, mais vous, en tant que spécialiste, vous en pensez quoi? En tant que psychologue, vous êtes pour les devoirs ou contre? Donc, je peux vous dire oui et non, parce que pour les devoirs, on va voir ça certainement par la suite, pour des devoirs qui ne vont pas surcharger l'enfant, qui ne vont pas occuper beaucoup de temps de l'enfant, parce que l'enfant, il a besoin de jouer, il a besoin de partager, il a besoin de rêver, de vivre. D'accord. Et donc les devoirs scolaires, à mon sens, on va voir tout ça. Mais ils ne doivent pas venir étouffer en fait les besoins de l'enfant. J'aimerais juste parler de cette relation entre parents-enfants, parce que les devoirs viennent au cœur de la relation parents-enfants. C'est vrai. D'accord. Donc il faut se poser cette question du rôle des devoirs. On va la développer justement et comment simplifier le quotidien, parce que c'est de ce stress, cette angoisse, cette qualité relationnelle qui est égratignée par les devoirs, c'est ce qui nous a poussé aujourd'hui à programmer cette émission. C'est le début de l'année scolaire. On n'a pas envie que l'année se passe mal à cause des devoirs. Donc les devoirs sont là, il faut les gérer. Comment on s'organise? Est-ce qu'il faut faire les devoirs avec son enfant
nous, on n'est pas, on va dire, on n'est pas des instituteurs, on n'est pas des institutrices, on n'est pas des spécialistes de l'éducation. Oui. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'il faut les laisser suivre les consignes et se débrouiller ou il faut rester avec eux? On est perdu en tant que parents, vraiment. Ça dépend des âges. Alors, moi, je mettrais en 3 catégories, plus ou moins. Alors, les tout petits, parce que... Les devoirs commencent très tôt. Commencent très tôt. En fait, il y a des parents qui pensent que les devoirs devraient commencer très tôt. Alors, en maternelle, il n'y a pas de devoirs. Et c'est antipédagogique de demander des devoirs. Il y a des parents qui demandent des devoirs en maternelle, en moyenne et en grande section. Il y a beaucoup de parents qui commencent à demander des devoirs. Ils veulent voir leurs enfants en train d'apprendre. Ils n'acceptent pas qu'il y ait que du jeu, que des choses ludiques et qu'on leur présente la chose de manière... En fait, il y a beaucoup d'apprentissage à faire en maternelle, en fait, les 5 et 6 premières années de l'enfant. Mais on peut les faire de manière très ludique. Justement, ça passe à travers le jeu, ça passe à travers... Et ça, les parents ne le comprennent pas forcément. Pas tous, bien sûr, mais certains parents. Je peux être en train de jouer aux cartes avec mes enfants, mais en train de leur inculquer des règles de maths, de langage. Je suis en train de jouer avec les couleurs. Je peux leur transmettre énormément de savoir. À travers le jeu, on peut jouer aux briques, aux constructions, aux puzzles. Il y a énormément de moyens mis à notre disposition actuellement. On a cette accessibilité. Avant, les gens n'avaient pas autant d'accessibilité, ni de pouvoir d'achat, ni de connaissances pour aller vers ces jeux. Donc, moi je dis aux parents, qui ont des jeunes enfants, prenez le temps de jouer avec votre enfant. N'attendez pas que l'école vous donne. Ce n'est pas parce qu'ils sont inscrits à une école que vous devez recevoir un suivi purement scolaire. Mariam, on pourrait penser que vous incitez là les parents, dès le plus jeune âge, à jouer avec leurs enfants, mais avec un sens caché. Oui. Vous incitez les parents? Ah oui. D'accord. Donc c'est bien ça. Complètement. Avec vraiment un objectif derrière. Exactement. Et non pas s'amuser, on va dire, de façon... Mais on s'amuse parce que l'enfant, il est en train de s'amuser. L'enfant, il ne comprend pas qu'il y a un but caché. Oui, mais le parent a un objectif. Ben oui. Autant, si on a peu de temps, autant que ce soit un temps de qualité. Ça veut dire, je suis en train de jouer, je suis en train de partager, je donne de l'amour, de l'affection, de l'attention. Mais en même temps, mon rôle d'adulte, c'est d'enseigner la vie. Mon rôle de parent, c'est ça. C'est enseigner la vie à cette génération qui est en train de grandir. C'est pas que être là pour s'amuser, pour donner des tablettes et pour... Oui, là je suis d'accord. Et pour mettre l'enfant de côté je suis anti-tablette. Alors, on revient aux devoirs. Ouais. Les devoirs, on va dire, concrètement, sont donnés par l'école à partir du CP, CE1. Oui. À ce moment-là, CP, CE1, est-ce qu'on fait les devoirs avec l'enfant, avec cette sacralité des devoirs? Alors, on s'assoit, on s'attable, on se met sur un bureau, on travaille. C'est super de sortir ce point. L'enfant passe entre 8 et 10 heures à l'école. Il est dans un cadre qui est très carré, avec plein de normes. Il est, disons, un peu coincé dans des règles. Alors, en sortant de l'école, il n'a pas envie de retrouver la même chose. En rentrant à la maison, il a envie de trouver un espace de liberté, un espace d'épanouissement, un espace de joie, de gaieté. Et surtout, il est en manque d'affection. Il est en manque de sentir qu'il est aimé juste pour ce qu'il est, juste parce qu'il existe. Cet amour inconditionnel que les parents ont pour les enfants. Ça, ils ne l'ont pas à l'école. Donc, ils passent 8 à 10 heures en train d'apprendre et puis de se mettre dans un cadre. Absolument. Pour ressembler à tout le monde, pour être accepté par la maîtresse, pour ne pas se faire gronder, pour apprendre, pour évoluer. Mais à la maison, ils ont besoin de quelque chose d'autre. Mais quand ils arrivent, ils viennent avec les devoirs. Oui.
mais on peut les faire de différentes manières. On peut rendre ces devoirs ludiques, sympathiques. Déjà, le temps d'apprentissage chez l'enfant, ce n'est pas la même chose que chez l'adulte. Alors un enfant, on ne peut pas lui demander de se concentrer, surtout en bas âge, de se concentrer plus de 15-20 minutes. D'accord. Ça ne sert absolument à rien. Donc ce que vous nous dites, c'est que CP, CE1, on peut accompagner l'enfant, on doit accompagner l'enfant dans ses devoirs, oui, mais d'une autre manière. Mais est-ce que ça ne nous met pas de la pression à nous en tant que parents? Parce que ça veut dire qu'il faut arriver, pour ceux qui travaillent, pour les parents qui travaillent, il faut arriver à la maison pour accompagner, pour faire les devoirs avec son enfant, mais être dans un état d'esprit, on va dire, de jeu, sans avoir peur des résultats de l'enfant. Enfin voilà, parce que... Moi, je pense qu'il ne faut pas trop se compliquer. Excuse-moi. Oui. Pas trop se compliquer la vie par rapport à ces choses-là. Mais c'est tous les jours. Hein. Oui, c'est tous les jours. Ça veut dire, moi, je vais passer un certain temps avec mon enfant. Alors, autant l'utiliser pour un apprentissage. J'ai des tâches à faire, par exemple, je suis en train de préparer le dîner. Je ne suis pas obligée de mettre mon enfant et reproduire le cadre de l'école sur un bureau, dans sa chambre. Ben, il peut être avec moi dans la table de la cuisine ou sur un comptoir ou assis par terre sur un tapis. Changer l'espace, modifier les choses, c'est des petits changements, mais qui sont importants et conséquents par rapport à l'enfant, par rapport à sa vision de l'activité qu'il est en train de faire avec le parent. Mais justement, alors, Monsieur Samab, est-ce que vous êtes pour en fait cette perfection? C'est-à-dire quand l'enfant ramène ses devoirs scolaires à faire à la maison, que ce soit l'écriture, l'apprentissage de la lecture, là on parle du CP, CE1. Est-ce qu'en tant que parent, il faut veiller à ce que les choses soient bien faites ou bien il faut juste veiller à ce qu'elles soient faites? Justement, donc si vous permettez, ce qui met de la pression justement sur les parents, c'est ce lien que font les parents entre les devoirs scolaires et la réussite scolaire. Alors qu'il faut préciser ce point, les devoirs, donc on apprend et on découvre et on comprend à l'école, en classe. À la maison, on révise. D'accord ? Okay. Ça, je ne cesserai de le répéter. Donc, on révise à la maison, ce qui veut dire que si jamais l'enfant se trompe, si jamais l'enfant n'arrive pas à trouver des réponses correctes, ça ne doit pas inquiéter les parents. Ce qui peut créer ce conflit, c'est justement l'envie de l'enfant. Justement, après le temps passé à l'école, de se ressourcer, de se reposer, et aussi la pression parentale qui fait que le parent oblige l'enfant à faire ses devoirs, d'accord ? Et ce qui fait une sorte de pression. Le lien justement qu'ont les parents entre la réussite scolaire et les devoirs à l'école. Ce n'est pas parce que l'enfant fait beaucoup de devoirs à l'école qu'il va réussir à la maison qu'il va réussir sur le plan de ses apprentissages. Je vais vous donner un exemple. Vous allez me dire par exemple un enfant qui a des difficultés scolaires. Un enfant qui a des difficultés scolaires n'a pas besoin de plus de devoirs à la maison. Il a plus besoin d'accompagnement, plus besoin de temps de travail en classe, à l'école. Si on parle des enfants surdoués, ou bien des enfants qui n'ont pas de problème d'apprentissage, qui arrivent à assimiler correctement. Ces enfants-là aussi n'ont pas besoin de devoirs à la maison. Ils n'ont pas besoin d'enchaîner un temps supplémentaire de devoirs à la maison, mais ils ont besoin aussi d'activités parascolaires, de s'épanouir. Parce que si le travail est bien fait en amont, c'est pas besoin de le refaire. Mais alors justement, vous dites que les parents mettent beaucoup de pression sur l'enfant pour que les devoirs soient bien faits. Est-ce que, je pose la question et je n'incrimine personne bien sûr, est-ce que les enseignants ne mettent pas aussi de la pression sur les parents qui vont ensuite la répercuter sur l'enfant pour que ce devoir soit bien fait? Est-ce que l'enseignant valorise plus le fait que le travail soit fait et non pas comment il a été fait? Alors, c'est important pour l'enseignant d'avoir des devoirs faits par l'enfant. Ça veut dire, le parent n'est pas professeur, n'est pas enseignant. Absolument. Le parent est parent. Ça crée même le fait de venir à la maison et que le parent prenne le rôle de l'enseignant et explique la leçon depuis le début à l'enfant et d'une autre manière. Ça crée un conflit de posture chez l'enfant. Chez l'enfant, d'accord. Il a ce respect par rapport à son enseignant, il a cette fidélité par rapport à son enseignant. Là, c'est papa ou maman qui viennent donner autre chose. Chez l'enfant, si c'est différent, si ce n'est pas la même chose, ça crée un trouble chez l'enfant, enfin, une petite friction. Faire comme a dit papa ou faire comme a dit la maîtresse. C'est compliqué. Alors, l'idée, ce n'est pas que le parent
prenne la casquette de l'enseignant, c'est d'accompagner son enfant à comprendre la consigne, à comprendre ce qui lui est demandé à la maison. Et puis, s'il commet des erreurs, c'est bien, ne corrigez pas, laissez l'erreur. Parce que c'est cette erreur qui va expliquer à l'enseignant que l'enfant n'a pas compris telle ou telle partie de la leçon. Si je viens et mon enfant fait des erreurs et je lui dis non, 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 corrige ceci, corrige cela, ben, l'enseignant, il ne saura jamais que l'enfant n'a pas compris. Si en arrivant en classe, tout le monde a bien répondu, l'enseignant, pour lui, ça y est, c'est fait, son travail est fait, il peut passer à la leçon suivante. Donc, en quelque sorte, le rôle aussi des devoirs, c'est de mesurer le niveau de compréhension. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec Mariam, effectivement, parce que les devoirs vont nous permettre de mettre le doigt sur le problème de l'enfant, sur comment on peut l'accompagner. Et justement, moi, j'insiste sur ce point, c'est qu'il faut qu'il y ait une sorte de communication entre les parents et l'enseignant. Oui. Il ne faut pas s'inquiéter. Si l'enfant n'arrive pas à trouver les bonnes réponses, c'est que peut-être il y a un problème au niveau des apprentissages à l'école, en classe. J'irai un petit peu plus loin. Alors, l'enfant, s'il a assimilé sa leçon, il est capable de savoir s'il y a une erreur ou pas. Alors, lui-même? Oui. D'accord. Parce que s'il a compris, en comprenant l'exercice... Alors déjà, on ne donne pas une leçon en classe et directement les exercices à la maison. On doit avoir déjà travaillé des exercices similaires à l'école. Et puis après, on donne une révision, comme a dit Oussama, à la maison. Alors, si cet enfant prend son exercice et commet une erreur, l'idée, c'est de lui poser une question. En tant que parent? En tant que parent, et le pousser à réfléchir. Parce qu'il a un mécanisme automatique qui lui montre qu'il y a une petite erreur. Un simple exemple, s'il a un texte qu'il doit remplir avec 5 ou 6 lettres, 5 ou 6 mots, par exemple, il en remplit 4, il en laisse 1. Il est capable de savoir qu'il y en a un qui est là. Oui. Alors ça, c'est un signal d'erreur. Et ça crée que le cerveau se pose la question et essaie de trouver par lui-même la réponse. Alors, on va peut-être revenir à ce qui se passe dans le cabinet. Avec vous, Oussama El-Hello, dans cette petite classe, CP, CE1, là où les devoirs commencent, quelles sont les dérives que vous constatez en tant que spécialiste? Donc, quand il y a cette pression, quand il y a ces conflits familiaux, on peut constater plusieurs problèmes sur le plan psychologique de l'enfant. Donc, on peut constater des troubles, on va dire, de l'anxiété, des troubles anxieux. Ça se manifeste comment chez un enfant petit, de 6 ans, 7 ans? Ça peut se manifester de différentes manières. On peut rencontrer des troubles du sommeil, des troubles de l'appétit, des troubles du contrôle sphinctérien, de l'énurésie, l'oncoprésie, et aussi de l'angoisse de la performance. C'est un enfant qui va justement refuser de faire ses devoirs scolaires. Non pas parce qu'il ne veut pas, mais parce qu'il a peur de ne pas être à la hauteur. Parce qu'il a peur de ne pas plaire à maman et à papa. Et justement, il faut insister sur ce travail avec l'enfant de la part des parents, c'est de différencier entre ce que fait l'enfant et ce qu'il est. L'enfant peut se tromper, mais ça ne veut pas dire qu'on ne l'aime pas. Il faut exprimer son amour à l'enfant, inconditionnel. Mon enfant, je t'aime, je t'apprécie, mais peut-être tu as fait une erreur, ce n'est pas méchant, on va voir. C'est ce qui va permettre à l'enfant de construire ce qu'on appelle les bases narcissiques ou la sécurité de base qui est importante pour le développement de l'enfant et de l'adulte par la suite. La sécurité de base. Si on insiste sur cet âge-là, le 6-7 ans, le CP, CE1, c'est parce qu'on va dire c'est vraiment les premiers contacts avec les devoirs et c'est ce qui va... Voilà, c'est la base et c'est ce qui va déterminer aussi cette capacité à aller vers une forme de confiance en soi, d'autonomie. C'est cette conception que se fait justement l'enfant des devoirs. Absolument. Parce que par la suite, l'enfant, une fois il va jouir d'une petite liberté, il pourra refuser de faire ses devoirs. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut travailler ce lien affectif avec les devoirs. Et les devoirs, justement, on n'a pas parlé des rôles. Hein. Les rôles, parce que si vous permettez, il y a un rôle important, il y a plusieurs rôles. Si vous voulez, on peut en parler, mais il y a sur le plan affectif,
d'accord, un rôle important que peuvent jouer les devoirs scolaires à la maison, parce que l'enfant va découvrir la matière dans un autre contexte différent, exactement. ce qui va justement lui permettre de changer, de modifier ses idées inconscientes des fois, des idées intrusives par rapport à la matière, et donc justement, ces devoirs peuvent jouer ce rôle. Les différents rôles aussi, on peut parler d'un rôle psychologique. Donc les devoirs jouent un rôle psychologique, psychanalytique important dans la personne. C'est-à-dire que les devoirs jouent ce lien entre ces deux mondes importants dans la structuration de la personnalité de l'enfant, à savoir la maison et l'école. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les parents doivent jouer ce rôle de donner la juste place des devoirs, ni trop peu? Tout à fait, tout à fait. Donc ça veut dire que justement l'enfant ne va pas vivre ce clivage, ces dichotomies entre ces deux mondes. Les devoirs vont permettre de faire ce lien. Si je viens à la maison, c'est-à-dire je vais faire un travail que j'ai fait à l'école, donc ce ne sont pas deux mondes différents, ce sont deux mondes qui se complètent. Alors on va revenir à l'organisation. Excusez-moi, madame, mais si vous permettez, on revient à l'organisation, au cadre de ces devoirs. Vous dites, on n'est pas forcément obligé de faire les choses sur un bureau assis de façon vraiment structurée comme à l'école. Mais est-ce qu'il faut quand même poser des repères? C'est-à-dire poser un repère fixe, quotidien, du rythme après l'école. Quand l'enfant rentre de l'école, eh bien, c'est, on va dire, douche, goûter, repos, dessin animé peut-être pour ceux qui sont pour autre chose, pour ceux qui sont contre. Et ensuite, à telle heure, eh ben, on se met pour faire ses devoirs. Est-ce que ça, c'est important de poser un cadre? Alors, c'est toujours important de poser un cadre à l'enfant. C'est l'un des rôles majeurs des parents, c'est de mettre le cadre. On ne peut pas laisser un enfant grandir dans la liberté absolue, mais c'est de donner une liberté au sein d'un cadre. Oui. Voici le cadre et voilà, à l'intérieur de ce cadre, tu as cette liberté. Alors le cadre serait, oui, tu as des devoirs, tu peux regarder 15 minutes ou 20 minutes de télé, tu as ta douche, ton dîner, tu te couches à telle heure. Après, comment gérer ça? Ça peut changer d'un enfant à l'autre. Je peux avoir un enfant, par exemple, il a ses dessins animés préférés qui commencent à 18h. D'accord. Je ne vais pas venir à 18h lui dire « Non, c'est l'heure fixe pour les devoirs, tu ne vas pas regarder tes dessins animés ». Là, je suis en train de créer une frustration dont il n'a pas besoin du tout. Donc, adaptez-vous, moi je dis, adaptez-vous à vos enfants. Il y a des enfants qui rentrent à la maison, ils ont besoin de faire leur travail avant tout. Donc on les consulte? Oui, on doit les connaître, c'est nos enfants. On connaît ce qu'ils aiment, ce qu'ils préfèrent, ce qu'ils n'aiment pas. Si j'ai un enfant qui est très studieux, très méticuleux dans son travail, il aura tendance à aller d'abord finir ses devoirs. Après, il passera à quelque chose de plus ludique ou de plus plaisant. Donc, adaptez-vous un peu à vos enfants. Évidemment, nous aussi, on a des contraintes en tant qu'adultes, mais c'est bien d'avoir un peu de souplesse avec ses enfants et d'être à l'écoute de leurs besoins. Alors, on reste vraiment sur cette histoire d'organisation, quasi en temps réel, des devoirs. Vous avez parlé de flexibilité, Mme Zaïm, mais il y a aussi la durée. Alors, les spécialistes insistent sur l'importance de ne pas dépasser 15-20 minutes. Sur les devoirs, bien sûr, c'est PCE1. Mais malheureusement, eh bien, quand les enfants viennent à la maison, quand on se met à faire les devoirs, on se rend compte qu'on passe bien plus. Oui. Comment on fait? Est-ce que c'est mauvais, c'est bon pour eux? On s'adapte à la demande des enseignants? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est vrai que les enfants se retrouvent avec un temps de travail beaucoup plus long que ça, que les 15-20 minutes. L'idéal, ce serait de faire 15-20 minutes de qualité, d'arrêter, de prendre 5 minutes. On peut sauter, on peut danser, on peut mettre de la musique, on peut se raconter des blagues, on peut faire plein de choses. Juste un temps de plaisir. Et on reprend. 15 minutes. Mais comment on les fait replonger dans le sérieux des devoirs? Parce que quand on fait un break, il faut du temps pour se reconcentrer. Alors là, je te dirais, notre courbe de concentration n'est pas pareille. Les adultes et les enfants sont très différents par rapport à ça. Un enfant peut plonger beaucoup plus rapidement qu'un adulte. Nous, normalement, on a besoin d'une vingtaine de minutes pour être au maximum de notre concentration. Alors que l'enfant, non. L'enfant, c'est rapide.
il y va, mais au bout de 20 minutes, ça y est, c'est perdre du temps. Il est là, mais son cerveau n'y est plus. Il a besoin de ce temps de repos. Donc c'est le raisonnement de l'adulte qui a posé la question maintenant. Alors, mais aussi, il ne faut pas généraliser parce que quand on parle de l'enfant, chaque enfant a son horloge interne. Effectivement. Donc il y a l'enfant qui va justement, qui peut faire ses devoirs juste après donc être rentré à la maison. Oui. Il y a des enfants qui ont besoin de plus de moments de pause. Absolument. Donc, et alors là, on revient pour la discussion, on marque une petite pause et on revient pour la deuxième partie. Donc les devoirs, vraiment sous toutes les formes et sous tous les angles avec nos spécialistes. Je suis bien sûr avec Lhlo Oussama et Mariam Zaïm pour vous en parler. Sinon, dans un petit moment, on sera aussi avec le professeur Amel Bourkia. Nous parlerons de la communication médicale, une communication citoyenne. Avant tout, restez avec nous sur Média TV. Alors, ça se passe sur Média TV, ça s'appelle On se dit tout et aujourd'hui, on s'occupe des devoirs des enfants. Et finalement, on se retrouve à s'occuper vraiment des devoirs des CP, CE1. Même si, en toute petite classe, ils ne sont pas supposés en avoir, eh bien, la réalité est tout autre et c'est toute une organisation à mettre en place à la maison. Beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, mais aussi de la pédagogie. On en parle aujourd'hui avec Mariam Zaïm, formatrice et coach, et Lhlo Oussama, psychologue clinicien. Merci beaucoup d'être là. Finalement, on se retrouve vraiment à concentrer l'émission sur les CP-CE1. Ce qui est important, vous l'avez dit, c'est beaucoup d'affection, beaucoup d'amour inconditionnel. Oui. Et bien sûr, les devoirs, pour vous deux, devraient respecter le rythme biologique de l'enfant et puis ses besoins physiologiques et autres, sans oublier la tendresse et l'affection des parents. Les parents ne doivent pas transformer l'enfant en élève, mais ne pas oublier qu'il y a quelques années encore, il portait des couches et il avait plein de câlins et beaucoup de tendresse. Donc, on continue sur vraiment le concret, le quotidien. On peut aussi évoquer cette angoisse, on va dire, qui peut parfois vraiment prendre le dessus chez certains parents. Ça vient d'où, cette angoisse? Cette angoisse, justement, vient de l'émotionnel. Quand l'émotionnel l'emporte, certains parents vont se retrouver collés à l'enfant durant l'exercice des devoirs scolaires à la maison. Mais qu'est-ce qui fait que cet émotionnel l'emporte? Donc, il y a deux raisons. Donc, premièrement, ça peut être la représentation qu'ont les parents de ces devoirs. Donc, c'est ce lien que je vous ai dit au début de l'émission entre la réussite scolaire et les devoirs scolaires. Donc, les parents font ce lien et ça n'aide pas l'enfant. D'accord. Ce n'est pas du tout le rôle des devoirs scolaires à la maison. Et la deuxième raison, ça peut être une raison personnelle. Ça veut dire que les parents ont tendance des fois à lier cette expérience des devoirs scolaires de leur enfant avec leur propre expérience personnelle et leur propre vécu et leur propre, justement, expérience avec les devoirs scolaires. Ce qu'ils ont vécu eux-mêmes en tant qu'enfants. Tout à fait. Donc là, je pense qu'un travail personnel peut les aider, justement, à faire cette coupure entre leur propre vécu et les spécificités personnelles de leur enfant. Ce n'est pas toujours la même chose. Mais est-ce que certains parents viennent vous voir, par exemple, pour ça, pour une prise en charge spécifique à cette raison-là, parce qu'il y a une prise de conscience, ou bien pour eux, de la même manière que leurs parents se sont inquiétés pour eux, eh bien c'est normal qu'ils s'inquiètent de la sorte pour leurs enfants? Oui, il y a des parents qui viennent justement pour travailler ce côté émotionnel, le côté de l'impulsivité des voix. Donc, comme vous le savez, le cerveau humain est constitué de 3 parties. Il y a le cerveau reptilien, le cerveau des mammifères et le cortex frontal. Donc, il y a la partie impulsive, la partie émotionnelle et la partie rationnelle. Donc, et pour arriver à faire fonctionner la partie supérieure, c'est un travail qui doit se faire. D'accord? Et quand une partie fonctionne, les autres font pause. Ouais. Donc, quand le parent est dans l'émotionnel, donc c'est l'émotionnel. Ah oui, d'accord. Donc, c'est un travail qui doit se faire pour permettre justement à ces parents d'avoir les outils nécessaires pour arriver à accompagner d'une manière saine leur enfant. Et je pense que Myriam, avec l'atelier que vous faites, elle fait ce genre de travail. Absolument. Ouais. Justement, vous avez des demandes dans ce sens, Mariam Zaïm? Oui. Alors, lui, il a parlé des parents qui viennent consulter pour ça. Moi, je dirais que les parents, quand ils viennent par rapport à ces choses-là, ils viennent en ramenant leurs enfants, en pensant que le problème vient de l'enfant. C'est vrai que dans certains cas, l'enfant peut être très perturbé. D'ailleurs, l'alimentation joue un grand rôle dans ça. Si mon enfant rentre pour le goûter et je le gave de sucre, c'est normal qu'il y ait une réaction d'hyperactivité et de tension. C'est vrai. Ça, c'est purement biologique.
Alors, faites attention à ce qui se passe avec votre enfant, mais aussi, c'est bien de se remettre en question de temps en temps, de dire, parce que qu'est-ce qu'on retrouve? Il y a des parents, comme il a dit, il y a beaucoup d'émotivité dans ce lien de faire les devoirs avec son enfant, parce que si on a été très bon dans notre jeunesse ou dans notre enfance, et qu'on a un enfant qui n'est pas très bon ou qui n'arrive pas à la hauteur de ce qu'on attend de lui, ben c'est frustrant pour le parent. Donc on retrouve des parents qui s'énervent, qui insultent des fois l'enfant, qui disent des mots très blessants, et ça, c'est pas du tout l'intérêt des devoirs. Versus, on a des parents aussi qui ont des souvenirs très très mauvais de leurs devoirs, de leur scolarité. Et là, ben, toute la pression. Ou bien on a des gens qui n'ont pas du tout envie de travailler avec leurs enfants parce que ça leur rappelle de mauvais souvenirs inconsciemment. Oui, c'est mauvais ça aussi? Oui. Ou bien ils ont tellement envie que l'enfant fasse mieux que ça soit meilleur pour lui, qu'on met toute la pression dessus. Donc l'idée d'avoir évoqué justement ce point, c'est de pousser ces parents qui se retrouvent un petit peu dans cette situation et qui nous suivent aujourd'hui à une prise de conscience. Oui. Prendre du recul par rapport à la situation, une prise de conscience où je suis dans ce que ces spécialistes quel est mon rôle? Quel est mon rôle et quelle est ma place et comment je me positionne? Est-ce que je suis sur le bon chemin ou pas? Par manque de temps, je suis obligée de faire un peu de forcing, on passe à autre chose. Vraiment, on se retrouve à parler CP-CE1 parce que c'est la base, c'est l'entrée en vigueur des devoirs dans la scolarité des enfants. Et voilà, toute la famille s'adapte. Mais pour certains parents, l'idéal, c'est l'autonomie très tôt. Vous en pensez quoi de cette autonomie? Est-ce qu'on peut la mettre en place dès ces premières années, CP-CE1? Oui. C'est possible? Ah oui. On peut se débarrasser, nos parents, des devoirs? Non, on ne se débarrasse pas. L'autonomie ne veut pas dire se débarrasser des devoirs de l'enfant. Pousser l'enfant vers l'autonomie, d'ailleurs, ça c'est un sujet que je fais dans les ateliers. J'ai carrément un atelier amener l'enfant vers l'autonomie. Ça passe à travers énormément de choses, pas seulement les devoirs. Si j'ai un enfant que je casse, que je bride pour arriver à son autonomie, parce que l'autonomie, c'est prendre le verre et pouvoir boire tout seul, mettre mes chaussures tout seul, mettre ma veste tout seul, aller rentrer dans ma classe tout seul. L'autonomie passe à travers énormément de choses du quotidien. Ce n'est pas uniquement le devoir scolaire. Alors, si j'encourage mon enfant vers cette autonomie, ben, le devoir, ça sera pareil. Je t'accompagne vers ton autonomie. Je suis là. Comme toute autonomie, le parent doit être là au début. Installer les bonnes choses, les bonnes règles, enseigner. Il y a tout un étayage à faire avec l'enfant pour l'amener à cette autonomie. Justement, les grandes lignes. Est-ce qu'on peut poser vraiment des points? Alors, poser des points, oui, juste par rapport aux devoirs scolaires. Oui, absolument. Quand vous dites comme pour toute autonomie, il faut poser des jalons, on les pose. Alors, par exemple, en restant sur les CP-CE1, mon enfant ramène des devoirs scolaires, concrètement, je m'installe avec lui. Surtout en début d'année et surtout pendant l'année du CP. Je m'installe. J'incite mon enfant à découvrir, à me raconter c'est quoi le devoir, parce qu'il connaît un peu, la maîtresse lui a déjà présenté le devoir en classe. Qu'est-ce qu'il a compris par rapport à ce devoir? Si c'est un texte, si c'est une lecture, si c'est une dictée, qu'est-ce qu'il a déjà comme information par rapport à ce devoir-là? Au fait, pousser à l'autonomie, c'est toujours amener l'enfant à donner l'information. Mais comment je peux m'éclipser? Allons pas à pas, doucement. D'ailleurs, c'est une technique, c'est de faire des petits pas. On ne peut pas venir et dire à l'enfant, vas-y, fais tout seul. C'est comme marcher. Il n'a pas appris tout seul à marcher. Il s'est mis debout un jour, on l'a encouragé, on a été derrière, on a applaudi, on a dit bravo. On lui dit... Il est tombé. Il est tombé. Il s'est relevé, des fois on tend la main, donc c'est un peu ça. Toute l'éducation, c'est ça. C'est je suis avec toi, sois tranquille, je suis là.
On ne laisse pas l'enfant passer un mauvais quart d'heure parce qu'il n'a pas compris, parce qu'il est en train de stresser, il va se ridiculiser demain à l'école. Non, je suis là, je t'accompagne, je te donne cette tranquillité, cette paix. C'est mon rôle de parent. Et puis, je t'encourage à trouver tes propres réponses. Mais comment intervenir sans entraver l'autonomie? En posant des questions. D'accord, c'est-à-dire? Meilleur moyen. Maman, je ne comprends pas. D'accord. C'est quoi? Alors, qu'est-ce que tu as compris? D'accord. D'abord. Avant de... Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Exactement. Okay. Mettez l'accent sur le positif. Parce que s'il a ce devoir, c'est qu'il a vu quelque chose. Le devoir ne tombe pas du ciel. Il a déjà fait cette leçon. Il a forcément capté quelque chose. Quel qu'il soit, même tout petit, mettez l'accent sur le petit qu'il a appris, posez-lui des questions et on a grandi. D'accord, tu as compris ça. Et je pousse, et je regarde évidemment, je lis le devoir avec lui. Oui, et là, qu'est-ce qui s'est passé? Et encore là. Et on accompagne l'enfant pas à pas, des petits pas. En tout cas, j'imagine que pour les parents qui sont avec nous, eh bien, ils ont encore énormément de questions à vous poser. J'en ai aussi beaucoup. Mais malheureusement, on est obligé de s'arrêter là. L'émission arrive à sa fin. Enfin, ce rendez-vous-là arrive à sa fin. Moi, je reste avec les téléspectateurs pour l'autre partie santé. Mais je pense que vous pouvez aussi apporter des informations à travers les réseaux sociaux. Oui. C'est bien ça. Je pourrais mettre pas mal d'informations, de techniques, de méthodes sur ma page. C'est Mariam Zaïm. Parfait. Page Facebook. Page Parfait. Facebook. Eh bien, Mariam Zaïm, merci beaucoup. Vous êtes formatrice et coach. Vous êtes également fondatrice des ateliers parents coach. Et Oussama El-Hello, merci beaucoup aussi. Vous êtes psychologue clinicien et vous êtes directeur du cabinet de l'éveil psychologique. Merci beaucoup à vous deux. C'est un plaisir de discuter avec vous et je suis sûre qu'on se retrouvera très vite pour continuer parce que les devoirs démarrent au CP, mais ça dure des sont années. là. Hein. Ils sont bien là ensuite. Ouais. Donc on posera en fait les autres jalons pour les autres classes et les autres âges. Merci à vous. On reste ensemble pour la suite. Allez. Et place à présent à notre interview santé. Plus qu'une intervention autour de notre santé, c'est plutôt une discussion sur l'éthique de la communication médicale. L'information sur notre santé est aujourd'hui omniprésente dans les médias, radio, télé, magazines, sans oublier également cette révolution numérique. Alors face à ce flux constant, sommes-nous en tant que receveurs, que consommateurs de cette information capables de faire le tri? Y a-t-il une éthique qui régit ce secteur? Eh bien, on en parle tout de suite avec une experte de la question, le professeur Amal Bourkia, experte en éthique auprès de l'UNESCO et experte en communication médicale. Professeur Bourkia, bonjour. Bonjour Yasmine. Merci beaucoup d'être là. Merci à vous. On vous connaît en tant que néphrologue et moins peut-être en tant qu'experte en éthique et en tant qu'experte en communication médicale. Mais aujourd'hui, vous êtes sur le plateau d'On se dit tout pour ça, parce que justement, des émissions de santé, des articles santé, des émissions de prévention, il y en a un petit peu partout. Mais est-ce qu'elles sont, on va dire, selon vous, en tant que spécialiste, éthiques ? Oui, comme vous venez de le dire, Yasmine, il y a un flux important d'informations généré par le développement de tout ce qui est informatique, électronique, tout ce qui est digital, qui a envahi tous les domaines. Et bien entendu, le domaine de la santé n'est pas resté à l'écart de cette évolution. Donc l'invasion de l'informatique dans ce domaine a fait qu'il y a un flux important d'informations, particulièrement au niveau de l'Internet. Et ces informations ne sont pas égales, c'est-à-dire il y a des informations vérifiées, d'autres moins vérifiées, d'autres fausses, etc. Donc, toute la problématique réside dans comment le consommateur, comme vous l'avez appelé, qui sont les citoyens, à savoir patient ou non patient, c'est-à-dire celui qui va s'informer sur une pathologie, ou bien celui qui va essayer de s'informer pour préserver sa santé, c'est-à-dire la population de façon générale, comment faire face et comment identifier et faire la part des choses au niveau de l'ensemble de ces informations qui sont mises à leur disposition de façon un petit peu, on peut dire, anarchique. Anarchique, absolument. Il n'y a pas vraiment de contrôle là-dessus. Alors vous mettez surtout le doigt sur le flux d'informations numériques et digitales, et non pas en tant que médecin, en tant que spécialiste, sur tout ce que l'on voit dans le domaine de l'audiovisuel, radio et télé. Ah si, également. Parce qu'il y a une différence. Au niveau, le digital amène beaucoup d'informations. Oui. Par contre, les médias
qui sont les intermédiaires entre les professionnels de santé, médecins et autres, et la population générale. Donc, eux, ils sont beaucoup plus dans la transmission de l'information que dans soumettre l'information au tout venant. Il y a toujours un intermédiaire, par exemple, celui qui va mettre au niveau de l'Internet, c'est soit un professionnel de santé avéré ou pas, et au niveau des médias, on remarque malheureusement, et on a tous entendu parler de certains problèmes à ce niveau-là, parce qu'il y a un intermédiaire entre le professionnel, notamment le médecin, et la population. L'information ne va pas directement comme ce qui se passait auparavant, c'est-à-dire la gestion de la relation médecin-patient, où l'information médicale avait une sacralité et avait une confidentialité, était transmise uniquement entre le patient et le professionnel, le médecin. Maintenant, il y a différents types d'informations qui sont mises à notre disposition et les médias prennent une part importante, tout type de médias. Tout type de médias ils ont une responsabilité parce que c'est eux qui transmettent l'information entre le professionnel et la population. Alors, je prends la perche parce qu'on va parler du rôle et de la mission de chacun. Il y a en fait... c'est une relation à trois. Il y a le support, il y a l'expert et puis il y a le receveur, le citoyen. Absolument. Quel est, on va dire, le rôle de chacun? On va parler d'abord de l'expert. OK. Au niveau de l'expert, c'est d'abord fournir une information juste et exploitable. Et la difficulté au niveau médical, c'est qu'il est très difficile de simplifier, vulgariser. Les gens qui maîtrisent une certaine discipline, notamment la médecine, ne sont pas toujours capables de vulgariser, de simplifier. Et ce qui arrive souvent, c'est qu'on tombe aussi dans la banalisation. Et ça, c'est un grand risque. C'est un peu le mensonge vis-à-vis de la population si vous banalisez l'action en elle-même. Donc l'expert doit donner une information juste, ne pas mentir et rester toujours dans le réel et dans le futur. Je m'explique, c'est-à-dire le réel, le soin, la prise en charge, par exemple, d'une maladie, la prévention, etc. Mais en même temps, mettre un accent donc, de tout ce qui est actuel, de tout ce qui est nouveauté, de tout ce qui est recherche, qu'est-ce qu'on a donné dans tel ou tel domaine, pour permettre aux citoyens d'avoir l'information qu'ils pourraient exploiter et puis aussi être informés sur ce qui arrive, ce qui nous attend. Donc ça, c'est pour l'expert. Expliquer sans trop banaliser, sans trop vulgariser, parce que ça, c'est faire perdre à l'information scientifique sa valeur et son poids. C'est une expertise aussi en communication, parce que tout le monde, même s'il est bon dans son domaine, et qu'il travaille toujours absolument de transmettre, pas seulement l'orateur, de vulgariser, de transmettre le message au grand public. Communication grand public est différente de la communication spécialisée. Spécialisée, absolument. Au sein du cabinet. Absolument, ou bien au sein d'un confrère entre nous, entre congrès, vous, c'est complètement différent. Vous avez un jargon, tout le monde le comprend. Tout à fait. Exactement. Absolument. Pour nous, c'est différent. L'intermédiaire, le support, on va dire, le média, le médium plutôt. Le plus difficile. C'est le plus difficile. Pourquoi ? Parce que le média, tout dépend de l'information, quel est l'objectif. Déjà, qu'est-ce qu'on cherche derrière la transmission de cette information? Et là, il y a différents niveaux. Malheureusement, et c'est là où je vous remercie absolument de parler de cette communication médicale, parce que si vous cherchez, il n'y a pas de... Vous initiez un débat. Il n'y a pas de débat sur la communication médicale, son éthique, sa déontologie, etc. Et qui doit faire quoi? Et quel est le danger? On arrivera donc au receveur, c'est-à-dire la population. Absolument. Donc, les médias doivent respecter une certaine norme de déontologie et ne pas suivre d'autres objectifs qui sont en dehors de l'intérêt du citoyen. Donc les médias doivent choisir d'abord l'expert pour pouvoir transmettre une information. L'expert, et ça doit être un peu comme ce que nous avons sans conflit d'intérêt, c'est-à-dire il ne vient pas défendre une action, une chirurgie, un traitement, quelque chose. Il doit avoir une certaine honnêteté obligatoire pour parler au grand public et aussi ne pas dévier. Parce que souvent aussi les médias, parce que les médias en englobent tout, on a la télé, la radio, les médias, les magazines, revues, etc. Donc à ce moment-là, parfois les médias utilisent ces informations scientifiques qui ne sont pas toujours transmises comme il faut qu'ils soient transmises. Donc, une règle générale, un respect... Mais il y en a quand même qui font du bon travail, quand même. Certainement. De la sensibilisation, en respectant l'éthique, la déontologie... Absolument, parce qu'il suffit d'avoir... Les médias peuvent avoir aussi un rôle très simple. C'est celui de transmettre de l'expert, honnêtement, vers le citoyen, vers la population, et sans avoir d'intérêt particulier. Ce que vous faites là est déjà énorme. Vraiment, bravo. Le rôle de l'émission
aussi, c'est surtout de faire de la sensibilisation et de la Absolument. prévention. Voilà. Alors, on parle du citoyen maintenant, de celui qui va consommer cette information. Et malheureusement, ce n'est pas une personne, c'est plusieurs profils de personnes. Absolument. Vous avez touché le point le plus important dans la communication médicale, c'est de savoir à qui on s'adresse. Et la problématique de cette communication est on peut dire le piège dans lequel tombent les médias. C'est un peu, il n'y a pas d'identification du receveur. On n'a pas une idée exacte quelles sont les connaissances, le background de cette population, les aspects culturels, religieux d'une population, le niveau intellectuel, pour ne pas avoir, on ne peut pas avoir le même message pour tout le monde. Est-ce que c'est la radio, est-ce que c'est l'écrit, etc. Donc déjà, à ce niveau-là, choisir la meilleure façon d'atteindre le citoyen, la population. Au niveau donc, du citoyen, on peut séparer globalement, schématiquement deux, c'est-à-dire celui qui a un problème et qui va s'informer et qui voudrait s'informer, lui ou sa famille, son entourage, pour un problème, une pathologie X, etc. Et la population générale, à ce moment, on se situe dans la santé publique générale et la prévention des maladies, si on peut dire, de façon globale. Okay. Pour le patient, la communication médicale est difficile. Pourquoi ? Elle est devenue très difficile. On est passé de la confidentialité, la sacralité de l'information médicale à la grande information qui arrive. Quand il était limité au patient médecin, le médecin savait où ça limitait l'information et où arriver et comment le patient était-il prêt ou pas à recevoir ces informations. Maintenant, je vous donne un exemple. Par exemple, vous avez une pathologie X, le patient découvert qu'il a une maladie X, il va sur Internet, il trouve toutes les complications et tout le devenir qu'il pourrait avoir, lui et sa famille. Donc, il y a toute une angoisse et une perte de la qualité de vie parce qu'il y a des complications fonctionnelles, un pronostic vital et tout était étalé. Avant, ça se faisait progressivement avec un accompagnement tant qu'il était limité au champ médecin-patient. Alors, je vais vous arrêter si vous permettez, professeur. Vous avez touché aussi là un point très important en disant avant c'était limité et ça se faisait avec un accompagnement. Oui. Alors, est-ce que l'accompagnement réfléchi, programmé par le médecin traitant qui connaît l'évolution de la pathologie de son patient, on va dire, est cadré, calqué autour d'un processus de prise en charge psychologique? Je m'explique de façon beaucoup plus simple. C'est-à-dire, quand on a un patient qui est malade, est-ce qu'il y a un accompagnement psychologique? Par rapport à l'annonce, par exemple, beaucoup de patients se plaignent ne serait-ce que de l'annonce. Et les médecins, de leur côté, avancent l'argument qu'ils ne sont pas formés pour. Non, donc justement, aujourd'hui, Internet est venu, l'information médicale sur Internet a trouvé une brèche. Une brèche, absolument, voilà. Mais c'est une brèche très dangereuse. Et c'est là où intervient l'éthique. Je reviendrai sur cette question. C'est-à-dire que la masse d'informations que reçoit le patient est très, très traumatisante. Absolument. Et avec le médecin ou sans le médecin déjà. Donc nous, on peut aller doucement, on peut l'accompagner, on peut trouver des voies, on peut soulager ce patient parce qu'il y a un accompagnement. Maintenant, nous, on doit travailler autrement. On doit contourner le problème. Je m'explique. C'est-à-dire, quand le patient arrive maintenant avec une masse d'informations, qui est la prise d'Internet, sa famille, etc. Internet, donc, radio, télé... On doit avoir le reste des médias, bien entendu. Il a entendu une expérience, quelqu'un a raconté son histoire, celui-là est décédé à cause de ça, etc. Donc, le praticien, le médecin actuellement, doit se prendre le temps. Il ne doit pas être offensé, il doit être vraiment accepté facilement, même ce que des débilités, si on peut le dire, que raconte le patient. Et essayer de corriger le tir et de lui donner les bonnes réponses pour le désangoisser, et ça, pour lui faciliter la tâche. Vous le constatez chez vos confrères? Oui, mais vous pouvez le dire, on est en toute honnêteté là. Non, absolument, parce que tout dépend aussi comment les médecins perçoivent la maladie. Parfois, le fait de vivre dans un milieu clos, si on peut dire, et la spécialisation et le monde de quotidien, nous fait oublier ce que peut ressentir le patient. On parle, vous avez bien dit, un jargon, donc entre nous, donc on a l'impression que tout le monde comprend tout. Ce n'est pas toujours le cas. Je ne dis pas que l'information l'a décompensé, mais elle a un petit peu aggravé cette situation. Déjà auparavant, et comme vous l'avez dit, et je vous parle honnêtement, tous les médecins ne prenaient pas le temps nécessaire d'expliquer, d'accompagner quand on fait une annonce sur une maladie grave ou maladie chronique, handicapante, etc. Donc tout ça, nous, avec le nombre d'informations, nous a compliqué
compliqué la situation du médecin. Mais d'un autre côté, il nous a aidés parce que le patient ou la famille viennent avec nombreuses informations et nous, on a un petit peu le beau rôle dans la mesure où on essaie d'expliquer, de dire ce qu'il faut, ce qu'il faut, parce que les informations ne sont pas les mêmes et d'essayer de rassurer Cette réaction positive, professeur Bourkia, est-ce qu'elle est généralisée à vos confrères? Est-ce qu'ils ne sont pas, on va dire, pour beaucoup, exaspérés par ce patient qui vient avec, entre guillemets, un bagage médical scientifique non fondé? J'ai commencé par dire qu'on doit être très tolérant vis-à-vis des patients quand ils s'amènent avec des informations. On a l'impression qu'ils veulent devenir des médecins, mais au fait, ça n'en est rien parce qu'eux, ils sont angoissés, ils vont chercher. Mais là, j'interviens au niveau de cette information du point de vue éthique. Parce que pourquoi on fait intervenir l'éthique dans tout ce qui est communication, particulièrement médicale? Parce que l'envahissement de tout ce qui est digital des autres domaines n'a pas donné les mêmes dégâts qu'au niveau de l'être humain et de la santé de l'être humain. On se pose la question, quand on communique, quel est l'objectif? C'est quoi l'objectif? C'est d'aider un patient à mieux vivre, à supporter sa maladie et à avoir une certaine compliance de son traitement, ou bien aider le citoyen en bon état à préserver sa santé. Absolument. Donc, du moment que l'objectif est là, on n'a pas le droit d'aller vers l'angoisse et de l'opposer. C'est-à-dire que les patients, par exemple, quand ils reçoivent un résultat un vendredi ou un samedi, quand ils vont chercher, ils sont paniqués, ils vivent très très mal les 2-3 jours en attendant d'aller voir le médecin. Et là, on n'a pas atteint l'objectif de l'accompagnement, de la communication, de l'information scientifico-médicale. Donc pour finir, professeur Bourkia, Amal, qu'est-ce que vous proposez, vous en tant qu'experte? Oui. La communication, elle est obligatoire. L'utilisation du digital, informatique, c'est imposé à nous, on n'a pas le choix. Mais reste, une influence de l'être humain ne peut se faire qu'avec l'être humain. C'est-à-dire, à nous de gérer la bonne information. À vous, quand vous dites à nous, c'est à nous. Les professionnels. Les professionnels. À communiquer, à collaborer. Parce que, aussi, ça, une petite parenthèse qui va vous plaire, tous les professionnels ne collaborent pas avec les médias. Et les médias, souvent, ils se trouvent sans vraiment un support scientifique solide. Donc, à collaborer avec les médias pour essayer d'avoir la bonne information, la diffuser correctement et honnêtement aux citoyens pour l'aider et pas pour l'angoisser. Et troisièmement, aussi essayer de voir que cherche notre population, parce que tous les messages ne sont pas adaptés à toutes les populations. Donc, de quoi ils ont besoin, comment adapter en fonction des traditions, prendre le bon et laisser le mauvais, les conseiller et ne pas tout bannir et tout enlever. Et tout enlever. Mais on peut pas faire marche arrière. Absolument. C'est pas possible. Professeur Amal Bourkia, merci beaucoup d'avoir répondu présente pour cette interview. Vous êtes experte en éthique, vous êtes avant tout, bien sûr, professeur en néphrologie. Vous êtes également experte en éthique auprès de l'UNESCO, experte en communication médicale. À très vite. On espère vous retrouver prochainement. Quant à moi, je vous remercie pour votre fidélité. Un grand merci à toute l'équipe qui m'accompagne. Et je vous retrouve très très vite sur les ondes de la radio du Grand Maghreb dans les matinées maghrébines. Je vais y arriver le matin avec Farhana. À très vite. Au revoir.